Mesdames, Messieurs, chers internautes, amis de Moutatimini officiel, bonjour, merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau dans le compte de l'émission Panorama Culturel, votre programme de tous les week-ends. Chaque samedi à 13 h juste, nous retrouvons sur ce plateau pour parler de la culture. Panorama Culturel reçoit chaque samedi, comme je disais, mesdames, messieurs, les culturels de la place, même ceux qui vivent ailleurs, dans le souci de promouvoir notre culture sur tous les aspects possibles. Et pour ce numéro de Panorama Culturel, ce samedi 5 juillet 2025, nous parlons de l'entrepreneuriat et la littérature. Comment concilier les deux? Est-ce possible d'entreprendre en écrivant? Est-ce possible d'écrire en entreprenant aussi? Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour en parler, mesdames, messieurs, Félicien Ngalabomé reçoit sur ces plateaux Monsieur Albert Moutamba Moussangou, qui est entrepreneur, écrivain et aussi financier. Nous le sommes aujourd'hui afin qu'il nous parle bien sûr de ce sujet. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour, Monsieur Félicien, et bonjour à tous nos auditeurs qui nous retrouvent en cette heure de l'après-midi d'aujourd'hui, 5 juillet 2025. Vous êtes écrivain, vous êtes entrepreneur, vous êtes encore financier. Est-ce que je peux avoir dit tout ce qu'il faut sur votre identité, sur vos fonctions ou y ajouter? Oui, monsieur le journaliste, vous n'avez pas tapé à côté. Monsieur Albert Moutamba Moussangou rêve beaucoup de qualités et aussi fonctions. Mais sur ces plateaux, je viens en qualité d'un écrivain et accompagnateur socio-économique. Voilà, accompagnateur socio-économique, écrivain aussi. Alors, nous entrons dans le très fond de notre sujet de ce jour, littérature et entrepreneuriat. Comment concilier les deux? Est-ce que vraiment il y a des rapports entre la littérature et l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une très belle question. Une très belle question. La littérature et l'entrepreneuriat, comment concilier les deux? C'est une question qui vient toujours ou qui revient toujours, même pas sur ces plateaux, mais quand je suis dans la cité, mes amis, connaissances ont toujours posé la même question. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous faites réellement? Vous écrivez, qu'est-ce que cela veut dire? Où est-ce que vous partez avec ça? Vous n'êtes pas dans une institution supérieure, une université où vous donnez cours. Vous êtes là, qu'est-ce que vous faites réellement? Je suis très ravi de cette question et de m'avoir invité en rapport avec ce sujet aujourd'hui. Tout d'abord, je m'en vais donner la signification ou la définition des concepts avant d'entrer dans la matière. Lorsqu'on parle de la littérature, étymologiquement parlant, c'est un mot qui vient du latin, litterara, qui veut dire écrire. Alors, par définition, la littérature a plusieurs définitions, mais nous pouvons retenir que deux cet après-midi. Premièrement, on définit la littérature comme l'ensemble des œuvres écrites et orales auxquelles on reconnaît la valeur esthétique. Et là, sous cet angle-là, vous voyez directement les artistes, musiciens, ceux-là qui fabriquent des statuettes, etc. Tous ces gens-là, sous cet angle-là. Nous prenons une deuxième définition de la littérature. On définit la littérature comme étant un langage organisé pour exprimer le domaine des idées. Et là, les écrivains se retrouvent aussi dedans facilement, sans effort. Alors, nous comprenons alors que quand on parle de la littérature européenne, on parle de la littérature négro-africaine,
on parle de la littérature kassaïenne, lorsqu'on parle de la littérature congolaise, on fait allusion tout simplement aux œuvres écrites par ces agglomérations géographiques ou les gens qui se retrouvent dans ces agglomérations-là. Cela veut dire, si on parle de la littérature congolaise, on fait allusion aux œuvres orales ou écrites congolaises. Voilà. Kassaïenne, c'est qu'on fait allusion aux œuvres orales ou écrites kassaïennes. Et donc, vous, par exemple, on dira que vous êtes un écrivain congolais, précisément, parce que vous êtes congolais ou encore. C'est ça qu'on n'a pas peut-être dit aussi dans l'introduction. Hein? Voilà, c'est à vous de pouvoir coordonner cela, Oui. afin qu'on en parle. D'accord. Et juste là, je suis en train de définir les deux concepts, juste pour aider nos auditeurs à pouvoir avoir l'idée de ce que nous sommes en train de parler, parce qu'on parle de la littérature et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui ou non? Alors, après avoir compris ce que c'est, ou après avoir défini ce que c'est l'entrepreneuriat, la littérature, il faut maintenant savoir s'il y a rapport ou il n'y a pas rapport entre les deux. C'est alors que nous entrons maintenant dans la matière. Moi, je vous dis directement qu'il y a rapport entre les deux. Comment? Les deux concepts s'embrassent facilement parce qu'aujourd'hui, pour exprimer ces idées entrepreneuriales, expliquer ces idées entrepreneuriales, on écrit pour influencer la société, pour inspirer la société. Comment vous le ferez d'une manière pérenne et aussi durable si ça n'a pas été écrit? Parce que aujourd'hui ou demain vous vous passerez, comment s'inspirera la génération future? Nous comprenons par là que il y a un rapport entre la littérature et l'entrepreneuriat. Je prends une autre forme pour montrer toujours ces rapports-là. Aujourd'hui, on écrit pourquoi? Quels sont les objectifs lorsqu'on écrit? Quant à moi, comme écrivain, je l'ai fait pour deux objectifs. Il y a un objectif que j'appelle moi un objectif social. L'objectif social consiste à inspirer la jeunesse, consiste à inspirer ma société, à mettre au clair les idées qui sont incarnées en moi, pouvoir influencer mon entourage, influencer la société, développer la société, exciter les autres à se développer et aller de l'avant. Ça, c'est un objectif social. Le deuxième objectif, quant à moi, quand j'écris, comme état humain, on ne peut pas séparer la société et l'économie, la société et les finances. À l'heure actuelle de la digitalisation, à l'heure actuelle où le monde est devenu un village planétaire, on ne peut pas écarter l'option de l'économie, l'option des finances. En écrivant, j'ai les cibles ou la cible que j'ai choisie. Et si l'œuvre inspire beaucoup de choses, comment cela peut arriver à ce que ma cible ou ma communauté, ma société ne puisse pas arriver à me soutenir financièrement? Et là aussi, à m'encourager à écrire encore davantage et atteindre tout le monde entier. Et c'est aussi l'une des difficultés auxquelles sont exposés les écrivains aujourd'hui, les jeunes par exemple, ou encore même les adultes, mais qui n'ont pas de moyens. Ils disent qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour publier.
Il y en a qui disent aussi que si on publie, on risque de mourir pauvre. Donc on écrit, mais on ne peut pas s'enrichir. Alors je voudrais que, comme vous avez déjà abordé l'aspect ou encore l'objectif qui est lié à l'économie, que vous puissiez dire comment un écrivain peut-il s'enrichir? Est-ce que c'est possible que grâce au livre, on s'enrichisse? Et comment cela? Comme je venais de le dire, toute personne aujourd'hui qui fait profession de la littérature peut s'enrichir, devenir riche, ou peut mourir pauvre. Oui. Allez, on continue d'abord, M. Albert. Cela veut dire qu'à votre question, Oui. j'ai dit oui et non à la fois. J'ai dit non pourquoi? On ne peut pas s'enrichir à travers la publication des livres ou à travers la littérature si l'on reste bouclé sur soi-même. Mais nous ne sommes pas à l'heure actuelle à cette époque-là où on pouvait faire quelque chose et rester confiné soi-même et rester avec ça soi-même. Si vous ne savez pas vous vendre, parce que j'ai aussi des notions en marketing, il faut savoir se vendre. Il faut savoir vendre les œuvres que vous avez, que vous publiez. Les œuvres que vous avez travaillées, il faut savoir les vendre. C'est-à-dire, il ne faut pas rester enfermé, il faut quand même s'ouvrir à la communauté. Ça veut dire si quelqu'un publie un livre, il ne s'ouvre pas et il ne sait pas vendre ses œuvres. Comment les gens sauront que vous êtes écrivain et vous avez quand même quelque chose pouvant impacter leur vie? Et quelles sont certaines stratégies de vente que vous avez? Voilà, c'est la belle question que vous posez. Mais avant d'y arriver, j'entre même dans votre question. Savoir se vendre, c'est savoir déterminer la cible quand vous écrivez. Je vous donne l'exemple mon exemple à moi. Lorsque j'ai publié le premier livre en 2022, qui parle de la microfinance et les techniques de gestion des crédits. Lorsque j'ai publié ces livres-là, les gens m'ont posé la question, vous allez avec ça où? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bon, non. Ma première mission, mon premier objectif n'est pas de gagner l'argent, mais si l'argent vient, je ne refuserai pas. Depuis 2022 jusqu'aujourd'hui, je vous rassure, je ne me vante pas. Le petit livre-là qui parle de la microfinance et techniques de gestion de crédit, je peux avoir écoulé directement, pas indirectement, parce que lorsqu'on parle des canaux de vente, nous voyons la vente directe et la vente indirecte. Ah, là, c'est mon domaine, j'ai fait licence commerciale. Hein. Oui. Alors, directement, moi, j'ai déjà vendu pas moins de 500 exemplaires. Je peux même être au-delà. Et comme les congés ont commencé ici, les congés pour les élèves finalistes, etc., quand les élèves là viennent pour faire, par exemple, les stages, là où moi je suis en train de travailler, je ne leur demande rien. Et même quand je leur parle de ça, vous voyez ces élèves-là qui font la commerciale et gestion, se procurer des livres-là facilement. Et parce que je vous ai dit que il y a des objectifs sociaux. Premièrement, je vais influencer ma société, ma communauté, inspirer les jeunes. Je vends directement ces livres-là à moins cher. Parce que les élèves eux-mêmes n'ont pas de moyens. Oui. Mais comme j'avais déjà, je vous ai parlé de savoir se vendre, j'avais déjà eu un contrat avec les éditions universitaires européennes et Amazon et d'autres plateformes de vente en ligne. Si vous voyez, le livre-là se vend à 43,5 € sur d'autres plateformes, 50 $ sur d'autres plateformes. En anglais, ça se vend à 50 $ sur d'autres plateformes. Et c'est en toutes les langues possibles. Donc, au monde, on me lit. J'écris ici à Kananga, au Congo, mais au monde, on peut me lire dans le monde. Et à la fin de l'année, j'ai le rapport. On a vendu autant d'exemplaires. Va voir dans ton compte, dans telle ou telle banque, il y a autant. Vous voyez comment? On ne peut pas écrire et mourir pauvre si on sait vendre. Deuxièmement, il faut ajouter au canal de vente que je vous ai déjà cité, vente directe ou indirecte. Là, c'est indirect, c'est par entremise des intermédiaires. Votre œuvre littérale ou votre œuvre de la littérature
peut aussi être vendu comme, comme tous les autres produits se vendent. Là, il faut ajouter aussi les stratégies de vente. Quand on parle des stratégies de vente, nous voyons les 3 P. Les 3 P, c'est-à-dire la politique des prix. Il faut savoir fixer le prix de votre œuvre, valoriser cela. Il faut jouer avec la qualité lors de l'impression, parce que nous parlons des livres, tout ça. Il faut savoir jouer avec la qualité. Il faut aussi savoir jouer avec la politique de distribution. Et c'est là où se retrouvent même les canons de distribution que j'ai déjà cités. Oui, oui. Mais je peux aussi ajouter la communication actuellement. Oui, oui. Dans la communication, nous avons la presse, comme ça s'est fait, presse locale, nationale, internationale. Je vais parler des médias. Et aussi ajouter les médias sociaux. Actuellement, nous avons Facebook, nous avons LinkedIn, nous avons plusieurs médias en ligne. En tout cas, les internautes qui suivent Mbutatimi officiel et qui suivent aussi l'émission Panorama culturel sont aujourd'hui édifiés par rapport à cette politique de vente détaillée ici par M. Albert Moutamoussa, que nous recevons dans Panorama culturel pour parler de l'entrepreneuriat et la littérature. Comment peut-on parvenir à concilier les deux? Alors, Monsieur Albert, vous avez dit que vous êtes écrivain. Et qu'est-ce qui peut nous rassurer que vous êtes écrivain? Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que vous avez produit comme œuvre littéraire? Ou peut-être vous le dites peut-être pour plaire à ceux qui suivent votre officiel. Non, messieurs les journalistes, c'est aussi une bonne question. Je m'attendais à cela. Je ne peux pas m'appeler écrivain sans pour autant que je n'ai écrit. J'ai publié le tout premier livre en 2022 dans la maison d'édition Chaire de Management et Marketing. C'est une maison qui est à Lubumbashi et aussi opérationnelle ici à Kananga avec le professeur Mérimé Prosper Boisbois. C'est lui-même le coach. C'est lui-même le coach. Et c'est lui-même qui a fait quoi? Préfacé plutôt les livres. C'est depuis 2022. On peut les retrouver en ligne tout comme en direct, en version dure. On peut déjà retrouver ces livres. Dans ces livres qui parlent de la microfinance et techniques de gestion, j'ai tout d'abord mis comme la première matière où le premier chapitre parle de la microfinance. Qu'est-ce que la microfinance? C'est l'ensemble des services financiers de faible montant destinés aux exclus du système financier classique. Et quand on parle du système financier classique, on fait allusion directement aux banques de dépôt et banques commerciales qui sont dans le milieu où nous vivons. Et ces exclus sont des pauvres ou les démunis, les gens qui sortent des couches vulnérables, qui n'ont pas assez de moyens, faute de moyens, faute de garanties, les banques classiques refusent de leur donner les crédits ou de leur rendre les services financiers. D'accord, M. Albert. Alors, je voudrais que vous puissiez d'abord citer toutes les œuvres avant que vous ne reveniez sur les contenus. Ah, ok. Merci. La deuxième publication, le deuxième ouvrage, là, c'est en mai 2024 que j'ai publié le livre intitulé Le micro-entrepreneuriat va de prospérité. Jusque-là, je n'ai pas encore décroché un contrat en ligne avec les plateformes de vente en ligne. Je suis en train de me battre pour rafler un contrat aussi et pour que le monde entier puisse en bénéficier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, vraiment. Et déjà, grâce à cette émission, il y a beaucoup de gens qui vont aussi commander certains exemplaires. Ça pourrait être en ligne et même ceux qui ont besoin de la version dure, ils pourront en avoir. Et maintenant, quelle est la matière? De manière brève, dites-nous quelle est la matière abordée dans ces deux ouvrages. Comme je le disais. Et comment cela peut-il aider la société? Voilà. Comme je le disais, j'ai d'abord commencé par le premier livre qui parle de la microfinance et technique de gestion de crédit. Dans ce livre-là, j'ai parlé de la microfinance. J'ai défini ce que c'est la microfinance.
Je vous ai dit que c'est l'ensemble des services financiers. Et quand on parle de services financiers, on peut voir entre autres les microcrédits, micro-assurances. On peut voir aussi la messagerie financière, le transfert des fonds. Il y en a autant aujourd'hui, surtout à l'ère que nous sommes. C'est une matière en pleine évolution, développement, en plein développement. Et deuxièmement, dans ce livre-là, je parlais d'un professionnel de crédit. J'ai fait allusion exactement à un agent de crédit. C'est quelqu'un qui est chargé du portefeuille client et des crédits d'une entreprise financière ou d'une institution financière, que ce soit une banque ou une institution de microfinance. Quelles sont ses qualités, quels sont ses rôles, ses missions. J'ai détaillé ça là-bas. En plus de cela, j'ai essayé de parler dans ce livre-là des microcrédits que j'ai définis comme étant une petite somme d'argent destinée toujours aux pauvres pour aider ces pauvres-là à concrétiser leurs projets. Et c'est là que la microfinance, à travers son bras droit qui est le microcrédit, devient un levier de développement. Donc, à travers les microcrédits, la microfinance, en tout cas, vous avez la matière et voilà. Moi je vais suggérer au directeur de programme de Motim officiel de nous aider vraiment à avoir plus de temps et que vous reveniez surtout sur cette matière. C'est vraiment intéressant, je vois. Il y en a beaucoup. Et puis, vous me demandez comment cette matière peut aider la population. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de souffrir du fait qu'ils ont des idées d'entreprise où ils ont commencé à travailler, ils ont des petites AGR que moi j'appelle activités génératrices de revenus ou des très petites entreprises, mais faute de moyens, vous voyez ces gens-là groupir toujours dans la misère, les conditions de vie sont médiocres, ils vivent dans la précarité. Mais si vous arrivez à avoir un microcrédit, les conditions de vie sociales peuvent facilement changer. Voilà. Déjà auteur de 2 œuvres littéraires. Qu'est-ce que vous comptez faire prochainement? Vous voulez vous arrêter ici ou il y a déjà d'autres livres en chantier? Mais je n'ai pas terminé. Vous me coupez la parole. Allez-y, laissez-moi parler aussi un petit peu du deuxième livre. D'accord. Il parle de micro-entrepreneuriat, voire de prospérité. C'est là où il y a à manger et à boire. Vous êtes expert en ça, je vois. Mais c'est depuis 2017 que je suis accompagnateur socio-économique. En plus, je peux vous dire encore que je suis expert en microfinance et planification financière. Vous devez aussi accompagner Motim. Voilà. Je gère une très grande institution, une très grande institution en province, Fonds national de la microfinance. Je gère ça en province. Alors, là, je parle, le deuxième livre qui parle de micro-entrepreneuriat, voire de prospérité. J'ai essayé de montrer aux gens comment entreprendre. La technique utilisée, c'était pour rédiger ce livre, parce que ce sont des livres, une littérature scientifique, ce que moi j'ai fait. J'ai emprunté la technique documentaire et aussi entretien direct. Et comment je l'ai fait? À tout moment que j'avais des formations de femmes entrepreneurs, je posais des questions. Entre-temps, j'étais en train de travailler, d'écrire. C'est là que j'ai fait. Nous avons les facteurs, 3 facteurs qui incitent à micro-entreprendre. Quels facteurs? Nous avons les facteurs macroéconomiques. Là, nous voyons l'État, nous voyons les normes socio-culturelles. Nous voyons, il y a beaucoup de choses là-bas. Et aussi, nous avons le deuxième facteur, c'est le facteur méso. Là, on fait allusion au cercle familial. Cercle familial. Vous êtes entouré de qui si vous voulez entreprendre? Vous êtes dans quel type de société? Vous êtes où? C'est comme à Inongo, une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Un pygmée qui m'a demandé, toi, tu viens nous former ici pour nous donner les microcrédits. Oui, nous acceptons. Mais d'après l'histoire, toi, tu as déjà vu un pygmée commerçant? Vous voyez déjà les cercles là. Ça ne peut pas exciter les gens. Pour bien entreprendre, il faut s'entourer des gens pour stimuler à mieux faire. Il y a, je vous ai dit, le facteur macroéconomique. Nous avons l'État a la capacité d'exciter, de préparer le terrain pour propulser l'entrepreneuriat.
aussi le facteur méso, là où on voit les cercles familiales et les normes aussi socio-culturelles. Vous voyez par exemple ici chez nous, à Kananga, vous voyez le Tétéla. Ils sont très entrepreneurs. Si vous allez à Mbujima et à Lubumbashi, vous trouverez que les Kassaïens qui quittent ici, là-bas, sont très entrepreneurs aussi. Vous voyez déjà? Voilà. Nous avons le troisième facteur, sont les facteurs individuels. Une fois que vous créez, vous parvenez à créer et que vous êtes entrepreneur, il faut maintenant savoir gérer. C'est là que j'ai donné dans ce deuxième livre les registres hein, qui peuvent aider à la gestion, principalement à la comptabilité. Et enfin, j'ai parlé de maîtriser ses dépenses. Comment maîtriser ses dépenses? C'est en faisant des prévisions, en élaborant des budgets. Même si vous êtes employé, même si vous êtes commerçant, même si vous êtes entrepreneur, ayez l'habitude d'élaborer les budgets pour éviter des surendettements et éviter une vie avec stress. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, M. Albert. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ce moment que nous sommes sur les plateaux de Mbota officiel dans les comptes de l'émission Panorama culturel. Et aujourd'hui, nous vous recevons en tant qu'accompagnateur de ceux qui se donnent à l'entrepreneuriat, à la vie économique. Aussi, vous êtes écrivain, vous êtes encore entrepreneur vous-même. Alors, dites-nous brièvement ce que vous comptez faire prochainement. Oui, le projet d'avenir, je ne cesserai pas d'écrire. C'est comme maintenant je suis dans les laboratoires en train de faire un autre livre. Est-ce que vous n'avez pas perdu d'idées et c'est fini, vous êtes arrêté là? Non. Vous êtes bloqué peut-être? Non, comment? Je peux pas. Actuellement, on apprend à tout moment. On apprend à tout moment. Et écrire, c'est ma passion. Je suis passionné. Je peux vous dire, quand je suis élève, je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup d'écrivains. Et je ne pensais pas qu'un jour je deviendrais écrivain. Mais après avoir terminé, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu ces talents-là, j'ai vu cette motivation-là naître en moi. Et je me vois en train de le faire. Quand bien même je travaille, je suis occupé, mais je me vois toujours en train d'écrire. On dirait que c'est inné. C'est ce que je vous ai dit. C'est une passion pour moi. Nous continuons. Nous voulons mettre quand même les pensées, les idées qui sont au fond de nous, aussi à la disposition des générations futures, et donc, pour le développement de notre province, notre pays et du monde entier. Devant la caméra de Boutique officielle, à tous ceux qui nous suivent, que vous pourrez bien sûr produire d'autres œuvres prochainement. Effectivement, je suis en train de travailler et c'est une passion. Ça c'est bon. Écrivain congolais, Centre Kassaïen, cette émission est présentée au lendemain de deux événements majeurs que notre pays a connus. Il y a notamment l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda depuis les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi le 65e anniversaire de notre indépendance. Quel message adressez-vous en tant qu'écrivain et financier à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment et à tous les écrivains aussi? Oui, le message que je lance à tous les écrivains, de prime abord, moi je soutiens l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous seriez taxé voilà, je soutiens et j'encourage parce qu'on ne peut pas parler de l'économie, de l'entrepreneuriat sans la paix. Deuxièmement, c'est l'anniversaire de 65e anniversaire de notre pays. Moi, comme étant écrivain, ce que je peux dire, c'est que avant l'indépendance de notre pays, avant 1960, les Belges qui nous colonisaient s'intéressaient beaucoup aux minéraux, n'avaient pas fait vraiment des investissements importants dans les secteurs de développement. Merci beaucoup, Monsieur Albert. En tout cas, mesdames, messieurs, chers internautes, c'est par ces mots de notre invité de ce jour que nous bouclons l'émission de ce jour. Nous avons bien sûr parlé de l'entrepreneuriat et la littérature et comment est-ce qu'on peut parvenir à concilier les deux. Et nous avons également dit quelque chose par rapport au 65e anniversaire de notre indépendance et à l'accord de paix signé entre la RDC, notre pays, et le Rwanda. Monsieur Albert, merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Félicien, pour m'avoir honoré et invité sur ce plateau. Tous mes livres, j'ai dédié ça à la jeunesse de mon pays. Ça, c'est bon. Qu'ils puissent chercher aussi à lire et puis qu'ils puissent
commencer, n'attendez pas des millions pour commencer. Voilà, n'attendez pas des millions pour commencer. En tout cas, une invitation à la prise de conscience adressée à tous les jeunes centre-cassaïens, tous les jeunes congolais. Merci à tous d'avoir été de notre rendez-vous pour la fois prochaine.